pense que nous avons comme une demi-heure pour des questions, commentaires sur les deux conférences. Ensuite, c'est à vous, le public. Oh. Oui. Si vous permettez, je voudrais rendre hommage à quelqu'un d'important qu'on vient de perdre et qui est très lié à notre problématique, parce que je viens de recevoir un message là, électronique d'Alban Michel, l'éditeur. Il s'agit de notre ami franco-tunisien Abdulwahab Maddam, qui, comme vous savez, a été le premier à analyser le phénomène de terrorisme soi-disant islamique dans son ouvrage célèbre, traduit en plusieurs langues, Maladie de l'islam politique, en gestion de seuil, et qui a co-dirigé avec mon ancien collègue, M. Benjamin Stora, l'ouvrage encyclopédique publié par Alban Michel, Relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours, ouvrage encyclopédique dont moi, votre serviteur, je suis l'un des contributeurs. Il est donc décédé ce matin suite à une grave maladie qu'il a combattue et à laquelle il a fait face courageusement. Paix à son âme. C'était vraiment un grand penseur et un grand ami. Merci. Ensuite, sur les conférences, des commentaires, des questions. Juste un petit commentaire qui m'a beaucoup intéressé dans la conférence sur la francophonie nord-américaine. J'ai dirigé un ouvrage suite à un colloque que nous avons organisé à l'université de Cergy-Pontoise sur la francophonie de l'Europe centrale et orientale, l'Europe médiane. Et j'ai intitulé cet ouvrage « L'autre francophonie », celle qui est absente, qui n'existe pas dans la conscience française. Et la base de cette autre francophonie, c'était non pas la langue, mais l'attachement aux valeurs françaises et à l'imaginaire français perpétré traditionnellement dans les familles francophiles et l'identification à un certain mode de vie, une certaine culture. Donc ça m'a beaucoup intéressé de voir que dans cette francophonie nord-américaine, on pouvait imaginer aussi cette haute francophonie ainsi. Merci. Si je peux faire un commentaire, oui. Si je peux faire un commentaire rapide, exactement, et de plus en plus, en fait, la définition de francophone n'est plus appuyée, ne s'appuie plus uniquement sur la langue maternelle, mais aussi sur la notion de francophilie. Il y a vraiment une ouverture qui est en train de se faire. Et d'ailleurs, l'autre élément essentiel dont je n'ai pas eu le temps de parler, c'est le rôle de l'Organisation de la francophonie internationale dans les rapports entre francophones en Amérique du Nord, mais aussi les rapports des francophones d'Amérique du Nord, non seulement avec la France, mais avec d'autres parties de la francophonie qui peut-être qui sont davantage similaires à la situation des francophones d'Amérique du Nord. Merci. Vous avez une question? Oui, une question en pensant en fait à l'intervention tout à l'heure d'Areski. Areski, quand j'ai utilisé le terme de globalisation, mondialisation, en mettant l'accent sur la richesse de la langue française, il a fait remarquer que le terme globalisation, bon, c'était un peu anglo-américain et la question tournait autour de la domination scientifique. Enfin, moi, c'est un terme que j'apprécie tout autant que mondialisation. J'ai montré les nuances. Mais je voulais poser la question justement à M. Hassan. Vous utilisez le terme de globalisation et vous dites qu'il est plus fort que le terme de mondialisation. Alors, comment vous situez-vous par rapport à globalisation? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, globalisation? Oui, de la terreur notamment, mais globalisation, c'est le choix du terme. Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, je ne le trouve pas plus fort. J'ai dit qu'il y a un faible personnel, peut-être la sonorité du monde, au fait d'être modestement parlant, avec toute la modestie du monde, et d'être un littéraire. Hein. J'avais un faible pour ce monde. Ça me renvoie au globe, à toute la Terre,
Hein, donc c'est un mouvement planétaire, si vous voulez, qui pourra dépasser le stade de l'humain. Si on pense que le monde, c'est surtout le monde des humains, le globe, je ne sais pas, peut-être j'ai tort, peut-être c'est juste une vision personnelle, me paraît être un peu plus englobant, si vous voulez, pour jouer un peu sur les mots. Donc c'est une terreur rampante qui se globalise, qui englobe, qui terrifie, qui vous prend en otage, et qui m'a paru un peu peut-être plus approprié à ce contexte que je voulais te dire. Merci pour les interventions des uns et des autres. Moi, je voulais réagir aussi un peu par rapport à la présentation d'Hassan, de Kadim Hassan, en indiquant que finalement, on a traité la globalisation jusqu'à présent comme quelque chose finalement qui permettait de renouveler notre compréhension du monde, mais d'un point de vue assez enchanté, entre guillemets. Et voilà qu'on nous explique que la globalisation, ça concerne aussi la terreur. Et Michel Vivorka, par exemple, dans un livre qu'il a sorti en 2010, qui s'appelle, je crois, 10 leçons de sociologie, nous expliquait justement dans le rapport à l'autre, dans la question de l'altérité, que la globalisation, c'était aussi l'intersubjectivité, la rencontre des subjectivités. Et que cette globalisation, elle pouvait produire des subjectivités déviantes qui pouvait aller jusqu'au terrorisme. Il y a un passage dans son livre où il explique ça assez bien. Et donc, en l'occurrence, quelque part, avec un peu de prémonition, on a cette globalisation de la terreur dont vous parlez, et qui est un phénomène, effectivement, qu'on pourrait qualifier de global, en tout cas, qui s'étend, effectivement. C'est néfaste, n'est-ce pas? On ne peut trouver un phénomène plus néfaste que cela. C'est-à-dire, on aimerait que c'est en cela qu'Habermas, avec sa modestie légendaire, il a reconnu dans son dialogue avec Jacques Derrida, dans le livre Le concept de 11 septembre, qui est publié chez Galilée, que toute sa théorie sur l'agir communicationnel, parce que ça stipulait, je vous le rappelle, sûrement vous le connaissez, ça stipulait que grâce au développement, à l'évolution de la technoscience, grâce à la propagation d'Internet, qui devient un moyen, si vous voulez, d'échange et de communication mondiale ou globale, les différences entre les gens, les différences réfractaires vont s'estomper. Qu'il y aura de plus en plus, c'est ça son mot, de plus en plus de transparence sociale et mondiale. Et quand il a vu s'effondrer le 2 septembre, il était d'ailleurs là-bas, à New York, il a dit que toute sa théorie a volé en éclats. Donc c'est néfaste de voir que là où on pense que le meilleur de l'homme va pouvoir s'échanger, c'est le pire, en vérité, qui s'installe. Oui, alors j'ai une question à Monsieur Yves Frenette. Alors, par rapport à la thématique de la francophonie, est-ce qu'on peut imaginer le terme de globalisation de la francophonie? Est-ce que c'est pertinent? Parce que moi, je ne suis pas spécialiste de la francophonie, mais je pose la question de la pertinence du terme, de l'expression globalisation de la francophonie. Alors, je pose la question, je vais vous dire, parce que moi, je travaille aussi sur la sphère anglo-américaine, donc la sphère anglo, j'emploie souvent le terme, qui est différent de la sphère francophone. Je ne sais pas si les termes de sphère vous conviennent. Et en fait, en travaillant sur les deux, je pense que la notion de globalisation de la sphère anglophone est nettement plus importante que la globalisation de la sphère francophone. Mais c'est la question que je pose. Est-ce que globalisation, c'est pertinent pour vous? Qu'est-ce que vous entendez par donc globalisation de la francophonie? Oui, alors, moi je pense que le concept est pertinent. Le concept est pertinent parce que en raison justement du rôle que joue l'Organisation mondiale de la francophonie, il y a de plus en plus une prise de conscience chez les intellectuels, chez les élites francophones, du
danger du repli géographique ou du repli identitaire, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, parce que les sociétés francophones d'Amérique du Nord sont interpellées et sont en redéfinition en raison de l'immigration francophone internationale, une immigration qui, comme en Europe, vient traditionnellement, l'immigration francophone au XXe siècle venait surtout de la France, et maintenant nous avons, et ça vous le savez, j'en suis sûr, nous avons aussi des immigrants beaucoup d'immigrants qui arrivent notamment du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, et dans des petites, au Québec, il y a tout un débat sur cette question. À l'extérieur du Québec, dans des petites sociétés, cet apport migratoire, il est considérable, même si on parle de nombres qui, par rapport à la France, par exemple, qui ne sont pas très grands. Et en fait, les intellectuels, les écrivains qui présentement sont sur la scène, sont à l'avant-plan de la scène littéraire dans le monde francophone nord-américain, sont des écrivains qui ne sont pas nés au Canada ou aux États-Unis. Merci. Je pense que c'est intéressant pour les discussions que nous avons eues sur les aires culturelles ou les aires sans adjectif. Je pense que c'est une preuve qu'il peut utiliser différentes notions de l'air, mais il faut les définir. Il y a une aire géographique avec les contours des Amériques sur le globe, mais il y a aussi des autres aires qui sont plus construites, comme l'ère post-soviétique, par exemple, ou toute la discussion sur Moyen-Orient islamique ou arabique, ou quel terme on utilise. Et là, la francophonie, c'est autre type de communauté à travers de la langue. Il peut être des cultures très différentes, mais c'est une autre fonction de définir une communauté ou une ère culturelle dans ce sens. Je pense que c'est un aspect assez intéressant. Il y avait une question là et après. Il a été question des deux termes que nous utilisons en français pour parler de globalisation ou mondialisation. En anglais, nous n'avons jusqu'à présent mentionné que globalization. Il y a un autre terme que l'on retrouve chez les géographes, localization, qui a été forgé par un Belge qui enseigne à Oxford et qui me paraît fort utile, car ce qu'il désigne, c'est la transformation du lieu, du local, en fonction de la globalisation. Un État ancien dans lequel le lieu était forgé par des forces locales ou par un effet venu du haut avec un retard, un filtrage. Et la situation actuelle est une situation dans laquelle le local est directement en prise avec le global. Et par conséquent, la signification des études globales, des études locales ou des études d'aire culturelle change en fonction de cela. Ce n'est plus l'effet de filtrage et la lenteur qui compte, c'est la recomposition instantanée de traditions locales et d'éléments qui viennent de l'au-delà. Je pense que c'est un des éléments qui fait comprendre la transformation des aires culturelles à l'heure actuelle. Oui, j'ai une question à poser à notre collègue professeur Frenette. Le mot francophone, est-ce que vous êtes pour son maintien sur le plan littéraire? Je parle de plan purement littéraire. Et je vous rappelle
la déclaration qui a fait beaucoup de bruit il y a 4 ou 5 ans de l'écrivain libanais qui écrit en français. Il se fâcherait si j'étais francophone, je reviendrai. C'est Amin Malouf, vous savez, qui vient d'être élu il y a 2 ans comme membre de l'Académie française. Donc lui, il rejette l'appellation littérature francophone. Il dit que c'est une façon, quand les Français de l'Hexagone, de nous secondariser, nous, les écrivains de français, qui venons pas de pays français. Il dit que l'écrivain lui-même peut être québécois, libanais, suisse ou africain noir, mais que l'écriture est française. Donc pour lui, la littérature est française. Toute littérature qui s'écrit en français est française. Que pensez-vous donc de cette thèse ou cette hypothèse? Moi, je pense que pour moi, je pense qu'il y a... pour moi, c'est une question de mots. Vous ne serez probablement pas d'accord avec moi, mais pour moi, un écrivain francophone, c'est un écrivain qui écrit en français. Par contre, je dirais que je ne suis pas... il y a des écrivains d'origine française, d'origine québécoise, d'origine acadienne aux États-Unis, qui écrivent uniquement en anglais et qui se définissent comme écrivains francophones. Parce pour eux, ils amènent avec eux un bagage et qui est plus important, en fait, que la langue dans laquelle ils s'expriment, que ce soit l'anglais ou même, dans certains cas, l'espagnol. Mais vous ne serez probablement pas d'accord avec moi. Merci bien à ce moment à Karim et merci bien aussi à Yves Freinet en Manitoba. J'espère que la communication a fonctionné assez bien.